Le 29 avril 2026, nous sommes dans la 5e année, et c'est le jour 65 depuis le début de l'invasion à grande échelle. Bienvenue, je vous souhaite la bienvenue au point de situation. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous allons encore beaucoup parler des drones. Nous verrons que rien n'avance toujours sur le front, mais il y aura aussi une personne qui affirme exactement le contraire, ce qui sera bien sûr très amusant. Nous allons également examiner, bien sûr, des attaques en profondeur derrière le front, des développements et surtout une attaque intéressante contre un héliport russe. Ainsi que, désormais, des plaintes bruyantes de la population russe. Regardez cette grande flamme. On pourrait dire que le dépôt de pétrole est en flammes, mais il s'agit en fait d'une station de pompage de pétrole. Si vous pensez que vous voyez encore une fois l'incendie incontrôlable à Tuapse que nous avons pu observer tout au long du mois, puisque cette station de pompage de pétrole, ou bien le dépôt de pétrole, y compris le port adjacent, ont été attaqués 3 fois au cours des 30 derniers jours, alors vous vous trompez. Car ceci est le dépôt près de la ville de Perm, à 1500 km du front. Cela signifie que vous voyez ici le prochain coup réussi des forces ukrainiennes de systèmes sans pilote, qui ont pu effectuer ici une attaque à longue portée avec des drones. Tuapse ressemble actuellement à cela. Ici aussi, le dépôt continue de brûler, comme nous avons pu le voir tout au long du mois. Il n'y a donc aucune amélioration. Jetons un œil au monde de la réalité alternative. Poutine prend en effet la parole. Selon lui, le régime ukrainien a ouvertement adopté des méthodes terroristes. La raison serait tout à fait évidente, parce que les Ukrainiens ne sont pas capables d'arrêter l'avancée des soldats russes. Chaque jour, ils perdent des territoires. Faisons une petite pause ici. Voici à quoi ressemblait le front il y a exactement 2 ans. Et voici à quoi il ressemble aujourd'hui. Voyez-vous la grande différence ? Voyez-vous comment les soldats russes avancent sans qu'on puisse les arrêter ? Oui, en fin de compte, c'est bien le cas. Cependant, pas dans une mesure qui permettrait vraiment de parler d'une avancée efficace. Cela ne vous suffit pas ? Alors regardez donc ce graphique ici. La Russie occupait moins de territoire en mars 2026 qu'au début de l'invasion en février 2022. Cela signifie qu'au final, ils ont même subi des pertes. Et si l'on voit que les Russes ont pu conquérir tous les 2 ans environ 2000 à un peu moins de 3000 km², il leur faudra encore environ 2 ans pour retrouver la situation de février 2022. Et puis encore 5 à 6 années supplémentaires pour atteindre la situation de mars 2022, c'est-à-dire le niveau le plus élevé. Et qu'en est-il de la situation actuelle ? Eh bien, plus d'1 million de pertes russes, une économie complètement détruite, à l'exception de l'économie de guerre et de l'industrie florale, est l'un des pays les plus pauvres et les plus délabrés. Nous l'avons déjà entendu récemment. Lors du Forum économique à Moscou, il a été dit que même la région la plus pauvre de Chine est encore plus riche que la plus pauvre de Russie. Et nous savons tous qu'en Russie, le revenu moyen est d'environ 800 € par personne. Et si l'on regarde en dehors des grandes métropoles, qui sont toutes très proches de l'Europe, les villages russes ressemblent généralement à cela. Bien sûr, tout cela a son charme. Cependant, cela montre la réalité loin de l'image que la Russie aimerait présenter. Et cela, bien sûr, aux dépens de la population russe. Et à la tête, il y a quelqu'un qui s'est entouré d'une bande d'incompétents qui disent toujours oui, et qui n'osent pas lui dire la vérité ouvertement, car ils ont peur des conséquences. C'est pourquoi Poutine répète ce qu'il lui présente. Je ne blâme pas Poutine pour cette totale erreur d'appréciation. C'est plutôt son cercle de flatteurs qu'il a lui-même créé qui finira par causer sa perte. Vous le verrez probablement. Car il ne peut pas agir s'il ne sait même pas qu'il doit agir. Au final, c'est évidemment une bonne chose pour l'Ukraine. De quoi s'agit-il précisément ? Quelles méthodes terroristes ont été utilisées ? Des attaques contre les infrastructures énergétiques, par exemple. Mais la Russie fait pareil. Donc, il admet indirectement que la Russie mène des activités terroristes. Et cela bien avant que l'Ukraine n'ait même développé la capacité de frapper des cibles russes. Et si on devait contester cela, cela signifierait simplement qu'il s'agissait d'un acte de guerre et non d'un acte terroriste. Peu importe comment on veut tourner la chose, on finit toujours par tomber dans l'hypocrisie. Selon lui, cela ne change rien, peu importe combien de fois les Ukrainiens attaquent. D'ailleurs, c'est ce que je dirais aussi si j'étais en difficulté. Donc par exemple, que vous vous abonniez ou non, cela ne fait aucune différence pour moi.
Vous voyez, c'est manifestement un mensonge, mais délibérément affiché en public. Restons donc sur ces mots, cela ne fait aucune différence. Bien sûr que ça en fait un. Cette guerre entière fait même une énorme différence. Tellement grande, en fait, que le défilé de la victoire du 9 mais chaque année de plus en plus réduit. D'abord, il n'y avait plus de chars. Ensuite, plus de véhicules de qualité. Puis, plus d'invités civils autorisés sur le site du défilé. Et maintenant, plus aucun véhicule ne participe au défilé. Vous avez bien entendu. En effet, le ministère russe de la Défense a confirmé que cette année, aucun équipement militaire ne participera au défilé sur la place rouge. Ils ont expliqué ce changement par la soi-disant situation opérationnelle. Vous voyez donc, il n'a fallu que quelques mois pour passer de Kiev en 3 jours à des attaques ukrainiennes qui influencent le défilé dans la ville la plus sûre de Russie. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre d'autre ? Au lieu des formations militaires classiques, ce sont apparemment surtout des représentants des écoles militaires qui doivent participer. Les commandants, eux, manqueraient selon leurs propres déclarations. Plusieurs éléments qui sont habituellement considérés comme des composantes fixes, les cadets, les élèves, les écoles militaires d'élite et surtout de grandes colonnes avec du matériel lourd. Ceux-là sont absents. Pourquoi ? Sans doute parce qu'ils sont tous au front. C'est assez remarquable, car ce sont précisément ces véhicules et ces unités qui, par le passé, ont joué un rôle central lorsqu'il s'agissait de démontrer la force et la capacité militaire. Si ces éléments sont effectivement réduits ou complètement supprimés, cela change inévitablement l'impact de l'événement. L'accent se déplace donc de la puissance de feu visible ou d'une représentation symbolique vers un petit défilé avec quelques effectifs. Regardez absolument ma nouvelle vidéo après le rapport de situation. Vous connaissez tous les essaims de drones chinois que l'on voit depuis des années lors des grands festivals ou événements en Chine. Ils allaient forcément développer quelque chose pour l'armée tôt ou tard. Dans la vidéo, vous voyez comment les Chinois parviennent à lancer près de 100 drones en moins de 2 minutes, capables de faire de la reconnaissance, d'attaquer et de brouiller. Ils trouvent et identifient des cibles, les priorisent même, puis les attaquent les unes après les autres. C'est donc vraiment une évolution très intéressante que nous pouvons observer ici. Je me réjouis de pouvoir vous saluer à nouveau plus tard dans la vidéo pour la 2e fois aujourd'hui. Cette vidéo d'aujourd'hui montre une attaque ciblée en profondeur derrière le front. Des drones ukrainiens de moyenne portée auraient visé une base d'hélicoptères provisoire. Plusieurs appareils russes ont été touchés directement au sol. Des enregistrements montrent des impacts sur au moins 2 types d'hélicoptères différents, dont un hélicoptère de transport ainsi qu'un hélicoptère de combat. De telles attaques illustrent à quel point la dynamique des zones autrefois considérées comme relativement sûres se retrouvent donc de plus en plus à portée des systèmes sans pilote. Nous l'avons déjà vu avec la station de pompage de pétrole à 1500 km du front. Que dire alors des hélicoptères qui ne se trouvent qu'à quelques centaines de kilomètres ? On constate aussi combien ces opérations sont précises aujourd'hui. Pour ces unités, cela signifie surtout qu'il reste très peu de zones de repli vraiment hors de danger. Les images des attaques de drones contre des hélicoptères à l'arrière du front provoquent également une grande agitation, surtout sur les chaînes pro-russes, car la distance est déterminante. Être touché à plus de 150 km derrière la ligne remet sérieusement en question les idées précédentes sur les zones de repli sûres. Les réactions sont donc particulièrement critiques. Beaucoup se posent la même question. Comment est-il possible que de telles attaques aient lieu alors qu'en même temps, des mesures comme le blocage d'Internet et les restrictions sur les services VPN à l'intérieur du pays sont justifiées par des raisons de sécurité pour la vie quotidienne au front ? Cela semble illogique, et ça l'est aussi, car le prétexte a bien sûr simplement été mal choisi. Ces mesures ne sont pas censées empêcher une quelconque influence sur le front, mais plutôt faire en sorte que le peuple russe ne puisse pas se coordonner s'il souhaite un jour se rebeller face à l'insatisfaction. On le voit nous-mêmes en Russie, tout devient plus cher, tout se dégrade plus ou moins. Les gens le remarquent aussi. La guerre s'éternise chaque jour un peu plus. Et même si beaucoup de gens soutiennent encore la guerre, ils en subissent les conséquences, notamment dans leur propre portefeuille. Bien sûr, surtout au Kremlin, on veut empêcher que son propre peuple puisse s'organiser, car comme je l'ai dit, ils peuvent perdre la guerre sur le front et continuer à se présenter comme des vainqueurs. La Russie pourrait aussi se retirer complètement d'Ukraine et simplement prétendre qu'elle a gagné la guerre et que l'opération spéciale a été un succès. Et ils ont pu conclure un accord avec les Ukrainiens et par exemple faire en sorte que l'armée ukrainienne soit réduite de 10%. En échange, ils se sont complètement retirés d'Ukraine.
On pourrait envisager bien d'autres scénarios. On peut toujours faire croire au peuple qu'on a gagné tant qu'on n'a pas été militairement vaincu. Mais ce contre quoi la Russie ne peut pratiquement rien faire, c'est si elle perd face à son propre peuple. Si le peuple se met en colère et se rebelle, alors il y aura une révolution, et cette révolution est plus dangereuse qu'une défaite au front. Les événements actuels offrent une image différente de celle présentée par le Kremlin. Au lieu d'apporter plus de sécurité, beaucoup ont l'impression que ces décisions ont peu d'influence sur la véritable menace. Qui l'aurait cru ? Les drones atteignent quand même leur cible. Cela provoque de la frustration et des doutes. Pas seulement sur certaines décisions, mais surtout sur la stratégie globale qui les motive. Ici, cet utilisateur l'a très bien compris. Le blocage d'Internet sert à empêcher le peuple russe de prendre conscience de la situation sur les lignes de front et de bien comprendre l'ensemble de la situation, tandis que le Kremlin les abreuve de mensonges à la télévision. Mais le Kremlin essaie toujours de conserver le pouvoir autant que possible, et pour cela, il faut aussi avoir le peuple derrière soi. Et si pour cela, il faut mentir au peuple et lui enlever la possibilité de se coordonner ou de découvrir ce qui se passe réellement, alors cela convient parfaitement au Kremlin. D'un autre côté, je pense que ce serait bien s'il commençait aussi à réduire ou à bloquer complètement les services VPN, car cela les ferait entrer dans une sorte de cercle vicieux où le peuple serait encore plus en colère. Nous l'avons aussi vu dans de nombreuses vidéos de plaintes de citoyens russes. Dans la guerre, 5 à 8 millions de personnes peuvent encore mourir. Cela n'a aucune importance. Mais dès qu'on leur enlève Internet, ou qu'une plage est à nouveau couverte de pétrole parce qu'un dépôt de pétrole a explosé, alors là, la plaisanterie s'arrête vraiment pour eux. Et si la Russie commence à leur retirer aussi les services VPN pour qu'ils ne puissent pas plus accéder à beaucoup de leurs sites web, sources d'informations ou canaux de télécommunication, alors je pense qu'une partie du peuple russe sera encore plus prête à se rebeller que si la guerre continue comme jusqu'à présent, ou même si elle s'aggrave. Les critiques s'en moquent sur les restrictions numériques en Russie sont de plus en plus ouvertes, y compris en interne. Dans les débats actuels, l'action des autorités ressemble à un jeu sans fin du chat et de la souris. Services bloqués, applications supprimées et plateformes sous pression. Il ne s'agit donc pas seulement de Telegram ou de certains fournisseurs de VPN, mais de beaucoup plus, d'une gamme très large. La Russie cherche à éliminer tout ce qu'elle peut remplacer par son application étatique, Max. Mais dès qu'un accès est fermé, plusieurs nouveaux moyens apparaissent pour contourner ces blocages. Cela est particulièrement évident actuellement avec les services VPN, des dizaines d'applications sont retirées, mais de nouvelles alternatives émergent constamment. Beaucoup d'utilisateurs estiment que les mesures techniques ne les freinent pas vraiment. En même temps, les grandes plateformes se retrouvent aussi dans une situation difficile. D'un côté, elles doivent respecter les exigences de l'État, mais de l'autre, elles ne veulent pas perdre leurs utilisateurs. Le résultat, un petit exercice d'équilibre qui provoque une insatisfaction constante des deux côtés. Cela signifie que même si la Russie n'arrive pas à bloquer tous les services VPN et qu'il y en a toujours de nouveaux qui apparaissent et sont utilisés, même si ce n'est que pour une courte période, l'insatisfaction persiste malgré tout. Les observateurs pensent que cette tendance va s'accentuer. Pour une partie active de la population, les VPN pourraient vite devenir la norme, tant que leur usage reste possible. Cela deviendrait la façon normale d'accéder à l'information, plus seulement une exception. Plus la pression monte, plus les solutions se font créatives. Serveurs personnels, réseaux alternatifs, stratégies de contournement. Il devient presque impossible de coordonner ou contrôler centralement ces choses. Et c'est précisément là que réside le problème fondamental. Au lieu de renforcer le contrôle, ces mesures pourraient à long terme produire exactement l'effet inverse. Certaines voix avertissent que les prochaines étapes pourraient être plus drastiques, avec des lois strictes ou la criminalisation de certains outils de technique. Imaginez un instant que vous alliez en prison simplement parce que vous utilisez WhatsApp. La question essentielle demeure, où mène cette évolution ? Et à qui profite-t-elle réellement au final ? Entre le 27 et le 28 avril, des unités de drones ukrainiennes ont ciblé et attaqué une série d'objectifs russes. À cette occasion, un système de défense anti-aérienne de type Thor-M2 ainsi qu'un radar de type Kasta-2I2 ont notamment été neutralisés. En Crimée, une installation près d'Ipatrie, utilisée pour la guerre électronique et la reconnaissance radar, a également été touchée. Mais ce n'est pas tout. Une base de l'unité spéciale Bassarmat a aussi été touchée, de même que des sites liés au développement et à la production de drones et de technologies de brouillage. De plus, des dépôts de munitions et des postes de commandement de réserve ont été attaqués, illustrant la diversité des attaques ici. Je vous rappelle la vidéo dont je mettrai aussi le lien au générique de fin. Regardez-la, c'est une évolution très intéressante. Je me réjouis de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Merci aux abonnés, membres de la chaîne, l'Algo-Crew. Un merci tout particulier à Lieutenant-Colonel Rennecke, Cilia Dittich-Ferdi et Bayer Hofer.
N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires, et à bientôt pour le prochain point de situation.